Que se passe-t-il lorsqu'un esprit inflexible rencontre une arrogance insupportable? Pour Hélène Martin, une serveuse de 22 ans noyée sous les dettes et les factures médicales de sa famille, le point de rupture a pris la forme d'une bouteille de Château Margaux à 3 000 €. Non pas servie, mais délibérément versée sur le sol à ses pieds par Jonas Allard, l'héritier notoirement cruel de l'empire du groupe Allard. Il pensait qu'une liasse de billets et un ordre humiliant de nettoyer ça, ma petite, mettrait fin à l'incident. Il avait tort. Il ne savait pas qu'une autre personne observait depuis l'ombre. Le seul homme dont l'opinion comptait plus que tout l'argent du monde. Ceci n'est pas l'histoire d'un verre de vin renversé. C'est l'histoire de la façon dont la personne la plus silencieuse dans une pièce peut avoir l'impact le plus retentissant, et comment un acte d'humiliation publique est devenu l'entretien d'embauche le plus spectaculaire de l'histoire de Paris. L'air à l'Ambroisie, l'un des restaurants les plus exclusifs du Marais, était chargé de l'odeur d'huile de truffe, de parfums coûteux et du bourdonnement bas et confiant du pouvoir. Pour les clients, c'était un sanctuaire. Pour Hélène Martin, c'était un champ de bataille. Chaque soir, elle enfilait son uniforme noir impeccable comme une armure, ses cheveux tirés en un chignon sévère, son visage un masque de professionnalisme serein. Mais sous la surface, une guerre faisait rage. Hélène, ou Bella comme sa mère l'appelait, n'était pas seulement une serveuse. Elle était étudiante en 3e année d'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, l'un des programmes les plus prestigieux et exigeants de la ville. Sa bourse couvrait les frais de scolarité, mais pas le loyer écrasant de la capitale, et certainement pas les factures médicales croissantes de sa mère, Maria, dont la sclérose en plaques était une voleuse implacable et dégénérative. Chaque plat de Saint-Jacques poêlé parfaitement dressé, chaque verre de Bordeaux millésimé impeccablement versé était une petite victoire contre la marée de dettes qui menaçait de la submerger. Ses mains, stables lorsqu'elle portait des plateaux chargés de cristal et de porcelaine, étaient les mêmes qui passaient leur journée à esquisser des plans pour des logements urbains durables. Elle voyait la ville non pas comme un terrain de jeu pour les riches, mais comme un organisme complexe, un puzzle d'acier et de verre qu'elle rêvait de résoudre, d'améliorer, de rendre plus humain. Ses carnets étaient remplis de dessins pour des centres communautaires et des espaces verts, des idées qui semblaient à des millions de kilomètres de la cage dorée de l'Ambroisie. Ce soir-là était un mardi, une soirée généralement plus calme, mais le restaurant était en effervescence. Une rumeur avait circulé parmi le personnel. Jonas Allard allait venir. Le nom seul suffisait à aigrir l'ambiance en cuisine. Jonas Allard était l'héritier de 28 ans du groupe Allard, un géant de l'immobilier qui possédait la moitié des gratte-ciel de la Défense. C'était une créature des tabloïds et des chroniques mondaines, célèbre pour ses petites amies mannequins, sa flotte de voitures de sport aux couleurs néon, et une arrogance méprisante qui pouvait flétrir les âmes les plus endurcies. Il traitait le personnel de service comme des meubles, des objets inanimés pour sa convenance et souvent pour son amusement. Le personnel senior avait un système. Celui qui tirait la courte paille héritait de la table Allard. Ce soir-là, la paille fut tirée par une nouvelle hôtesse qui, ignorant les enjeux, assigna la réservation à la section d'Hélène. Son partenaire de rang, un vétéran fatigué nommé Luc, lui lança un regard de sympathie. « Garde la tête basse, Bella. Ne le regarde pas dans les yeux sauf si c'est nécessaire. Sois d'accord avec tout ce qu'il dit, même s'il te dit que le ciel est vert. Fais-le entrer et sortir. Survie. » Hélène hocha la tête, son estomac se nouant dans une angoisse familière. Elle n'avait pas peur du travail acharné, mais elle détestait la cruauté désinvolte des hommes comme Jonas Allard. Ils se déplaçaient dans le monde avec une confiance imméritée, laissant dans leur sillage une vague d'humiliation silencieuse pour les gens comme elle. Elle prit une profonde inspiration, rajusta son tablier et se rappela l'objectif, la prochaine série de médicaments de Maria. C'était tout ce qui comptait. Alors qu'elle remplissait les verres d'eau à une table voisine, elle les vit arriver. Jonas était exactement comme les photos le dépeignaient. Grand, impeccablement vêtu d'un costume Dior homme sur mesure, ses cheveux blonds savamment décoiffés. Il était flanqué de 2 autres hommes qui reflétaient son énergie suffisante, et de 2 femmes qui ressemblaient plus à des accessoires qu'à des compagnes, leur rire cassant et fort. Ils se glissèrent dans la banquette de velours moelleux de sa section, leur voix noyant immédiatement l'ambiance sophistiquée. Jonas ne la regarda pas lorsqu'elle s'approcha. Il claquait déjà des doigts, un geste d'arrogance pure et sans mélange. « La carte des vins », ordonna-t-il, les yeux fixés sur l'une des femmes, « et pas le menu bon marché que vous donnez aux touristes. Je veux voir la carte de la réserve, maintenant. » La formation d'Hélène prit le dessus. « Bien sûr, monsieur, » dit-elle, sa voix égale et calme. Elle alla chercher la lourde carte de la réserve reliée en cuir, un tome rempli de vin qui coûtait plus que son loyer du semestre. Il la lui arracha des mains sans un mot de remerciement. Ses amis faisaient déjà des blagues vulgaires, leur rire résonnant dans l'espace raffiné. Hélène se tenait patiemment, sa posture parfaite, son expression neutre.
Elle était un fantôme, une servante. C'était le rôle. Mais ce soir, le poids du plateau dans ses mains semblait plus lourd que jamais, chargé non pas d'assiettes, mais de la réalité suffocante de son monde entrant en collision avec le sien. Jonas parcourut la carte des vins avec un ennui théâtral, son doigt traçant la liste des millésimes légendaires. Il ne choisissait pas un vin. Il choisissait une étiquette de prix, un chiffre qui impressionnerait ses amis sycophantes. « Nous commencerons par le Château Margaux 95, annonça-t-il en jetant la carte sur la table. Il regarda enfin Hélène, ses yeux bleus froids et calculateurs. « Et assurez-vous qu'il soit correctement décanté. J'ai renvoyé une bouteille la semaine dernière à l'arpège parce qu'un amateur ne pouvait pas faire la différence entre aéré et noyé. »« Excellent choix, monsieur, » répondit Hélène, sa voix ne trahissant aucune émotion. « Le Margaux 95, 3200 € la bouteille. » Ses mains devinrent moites. Une erreur avec une bouteille aussi chère pourrait lui coûter un mois de salaire. Elle se retira au poste du sommelier, son cœur battant un rythme effréné contre ses côtes. Le sommelier du restaurant, un Français bienveillant nommé Jean-Pierre, lui fit un signe de tête rassurant en allant chercher la bouteille dans la cave à température contrôlée. « Soyez prudente, ma chère, » murmura-t-il en lui présentant la bouteille comme s'il s'agissait d'une relique sainte. « C'est un piranha, celui-là. » Hélène apporta la bouteille et la carafe en cristal à la table sur un plateau d'argent. Le rituel était celui qu'elle avait pratiqué d'innombrables fois. Elle présenta la bouteille à Jonas, annonça le nom et le millésime, et retira expertement le bouchon. L'arôme riche et terreux de cassis et de cèdre emplit l'air. Elle versa une petite quantité dans son verre pour qu'il puisse goûter. Il fit tourner le liquide pourpre profond, le porta à son nez avec l'air d'un connaisseur, et prit une gorgée. Il garda le vin en bouche pendant un moment inconfortablement long. Ses yeux se plissèrent. Ses amis le regardaient, attendant le verdict. « C'est acceptable, » déclara-t-il finalement, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Hélène commença le processus délicat de la décantation du vin, le versant en un flux lent et régulier pour séparer le liquide du sédiment. La table était tombée dans un rare moment de silence, tous les yeux fixés sur la rivière rouge rubis-coulant de la bouteille à la carafe. C'est dans ce silence concentré que Jonas décida de frapper. Alors qu'elle terminait de verser, tenant la bouteille presque vide en l'air, il bougea brusquement sa jambe, heurtant délibérément le petit guéridon de service qu'elle utilisait. La table vacilla violemment. La carafe, maintenant pleine du vin inestimable, pencha. Les réflexes d'Hélène furent rapides. Elle parvint à attraper la carafe, sauvant son contenu, mais la bouteille elle-même glissa de son autre main. Elle ne se brisa pas. Elle atterrit sur l'épais tapis persan, et les derniers centilitres du vin à 3200 € s'écoulèrent, créant une tache sombre et laide sur les fibres de couleur crème. Un hoquet collectif s'éleva de la table. Maladroite, ricana l'un des amis de Jonas. Jonas se pencha en arrière dans sa banquette, une expression de dégoût théâtral sur le visage. « Mon Dieu, vous avez vu ça? Vous avez failli renverser le tout sur mon costume. »« Je m'excuse, monsieur, » dit Hélène, la voix tendue. « La table a été heurtée. »« Êtes-vous en train de m'accuser de quelque chose ?» l'interrompit Jonas, sa voix s'élevant, attirant l'attention des clients voisins. « Êtes-vous en train de dire que c'est de ma faute? Une serveuse qui gagne probablement moins en un mois que ce que coûte cette bouteille me dit que c'est de ma faute. » Le sang quitta le visage d'Hélène. C'était le piège. Il avait orchestré ce moment. Il ne s'agissait pas du vin renversé. Il s'agissait de la dynamique du pouvoir. C'était un jeu et elle était le pion. « Non, monsieur. Bien sûr que non. C'était un accident. Je vais en informer le directeur, » dit-elle, essayant de désamorcer la situation. Jonas rit, un son dur et grinçant. « Oh, nous n'avons pas besoin d'un directeur. Nous pouvons régler ça ici même. » Il plongea la main dans sa poche et sortit une épaisse pince à billets, détachant plusieurs billets de 100 €. Il les froissa en boule et les jeta sur le sol à côté de la tache de vin. « Voilà, » dit-il, sa voix dégoulinant de venin. « Ça devrait couvrir les dégâts. Maintenant, sois une gentille fille et nettoie ça. » Le restaurant entier semblait retenir son souffle. Il ne lui demandait pas simplement de faire nettoyer la tache. Il désignait le sol, la marque pourpre sur le tapis. Il voulait qu'elle se mette à genoux, devant tout le monde. Hélène resta figée, son esprit tourbillonnant, chaque fibre de son être criant de protestation. Sa fierté, sa dignité, le souvenir de sa mère lui apprenant à toujours garder la tête haute. Tout cela entrait en collision avec la dure réalité de sa situation. Elle avait besoin de ce travail. Discuter la ferait renvoyer. Refuser la ferait renvoyer. Se plaindre la ferait renvoyer. Des larmes piquèrent au coin de ses yeux, chaudes et honteuses. Elle pouvait sentir des dizaines de perdus sur elle, certains apitoyés,
certains méprisants, certains morbidement curieux. Les amis de Jonas souriaient narquoisement, leur téléphone subtilement incliné comme pour capturer le moment. Il se pencha en avant, sa voix un murmure bas et menaçant. « Qu'est-ce qui ne va pas? Le travail est trop difficile pour toi? Mets-toi à genoux et nettoie le désordre que tu as fait. » Le monde se réduisit à cette tache rouge foncée sur le sol. C'était une tache sur le tapis du restaurant, mais elle la ressentait comme une tache sur son âme même. Avec une inspiration saccadée, Hélène commença lentement, à contre-cœur, à plier les genoux. Le temps sembla ralentir alors que les genoux d'Hélène se pliaient, le sol se précipitant à sa rencontre. Les murmures étouffés des autres clients se fondirent en un rugissement sourd dans ses oreilles. L'humiliation était une chose physique, une vague froide qui la submergeait, lui coupant le souffle. Ses doigts tremblaient alors qu'elle tendait la main vers la liasse de billets, son esprit hurlant une litanie de protestations que sa bouche n'osait pas exprimer. C'était ça. C'était le prix des médicaments de sa mère. C'était le coût de son rêve. Mais juste au moment où ses genoux allaient toucher le tapis moelleux, une voix, calme mais résonnant d'une autorité absolue, trancha le silence tendu. Ça suffit. Les deux mots ne furent pas criés, mais ils atterrirent avec la force d'un marteau de juge. Toutes les têtes dans le restaurant se tournèrent vers une petite table isolée dans un coin, une table qui était passée inaperçue au milieu du drame. Assis là se trouvait un homme d'une soixantaine d'années. Il était vêtu d'un costume gris simple et impeccablement taillé, sans cravate. Il avait une chevelure argentée, et son visage, bien que ridé par l'âge, portait des yeux vifs, intelligents et actuellement flamboyants d'un feu froid. Il tenait un verre de whisky, qu'il posa doucement sur la table. L'expression suffisante de Jonas Allard vacilla, remplacée par une lueur de reconnaissance stupéfaite, puis de panique pure. « Père » balbutia-t-il, sa voix soudainement dépouillée de toute sa bravade. « Qu'est-ce que tu... Je ne savais pas que tu étais là. » Adrien Allard, le fondateur et PDG du groupe Allard, l'architecte d'un empire mondial, se leva lentement. Il ignora complètement son fils. Son regard était fixé sur Hélène, qui était toujours figée dans une position à demi accroupie, les yeux écarquillés de confusion. « Relevez-vous, jeune femme, » dit Adrien, son ton doux mais ferme. Hélène se redressa comme tirée par une ficelle invisible. Elle regarda de l'homme puissant et plus âgé à son fils recroquevillé, les pièces du puzzle s'emboîtant avec une secousse écœurante. Adrien Allard se dirigea vers la table, ses mouvements délibérés et mesurés. Le restaurant entier était silencieux, observant le déroulement d'un drame privé dans un espace très public. Il s'arrêta à côté d'Hélène, puis se pencha lui-même, non pas avec le grincement de la vieillesse, mais avec un mouvement fluide et digne, et ramassa les billets de 100 € froissés sur le sol. Il les lissa sur la table avant de tourner son regard glacial vers son fils. « Toute ma vie, » commença Adrien, sa voix basse mais portant jusqu'à chaque coin de la pièce. « J'ai travaillé pour bâtir un nom. Le nom Allard était censé être un symbole d'intégrité, de force, de qualité. Nous construisons des choses qui durent. Nous construisons des fondations. » Il fit une pause, regardant les amis de Jonas, qui fixaient maintenant intensément leurs assiettes. « Et toi, Jonas, en 5 petites minutes, tu as utilisé ce nom pour ne rien faire d'autre que d'essayer de rabaisser quelqu'un. »« Père, c'était juste une blague, » marmonna Jonas, le visage pâle. La serveuse était maladroite. Elle a. J'ai vu ce qui s'est passé, le coupa Adrien, sa voix comme une pierre qui s'écaille. J'ai vu que tu as heurté la table. J'ai vu que tu as inventé un récit pour humilier une jeune femme qui faisait son travail avec plus de grâce et de professionnalisme que tu n'en as montré de toute ta vie. Tu n'as pas seulement renversé du vin. Tu as essayé de ruiner sa dignité. Adrien se tourna alors vers Hélène. Il la regarda non pas comme une serveuse, mais comme une personne. Il vit l'intelligence dans ses yeux, la crispation de sa mâchoire qui parlait de résilience, le tremblement subtil de ses mains qui trahissait le coup émotionnel des dernières minutes. « Quel est votre nom » demanda-t-il. « Hélène Martin, monsieur, » répondit-elle, sa voix à peine un murmure. « Hélène Martin, » répéta-t-il comme pour le mémoriser. « Dites-moi, mademoiselle Martin, appréciez-vous ce type de travail » Hélène fut déconcertée par la question. « C'est un travail honorable, monsieur. Il paie mes factures. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » dit Adrien, ses yeux scrutant son visage. « J'ai demandé si vous l'appréciez. Que voulez-vous faire? De quoi sont faites vos fondations ?» Quelque chose à l'intérieur d'Hélène, une digue de retenue professionnelle, céda finalement. L'architecte, la rêveuse qu'elle gardait cachée sous le tablier de serveuse, prit la parole. « Je suis étudiante à l'école d'architecture, » dit-elle, sa voix gagnant en force. « J'étudie l'architecture. Je veux construire des choses, monsieur. Des choses qui comptent. Des logements sociaux,
des parcs publics, des structures qui servent les gens, pas seulement qui décorent l'horizon. Une lueur d'intérêt sincère s'alluma dans les yeux d'Adrien Allard. L'école d'architecture. Il le vit alors, l'acier caché sous son comportement tranquille. Il hocha lentement la tête. « Je vois. » Il tourna le dos à son fils et s'adressa directement à Hélène, sa voix claire et inébranlable pour que tous l'entendent. Le secteur de la restauration est sur le point de perdre une employée très compétente, Mademoiselle Martin. Mon entreprise, le groupe Allard, a un programme de développement junior pour les jeunes talents prometteurs. Le poste est assorti d'un salaire complet, d'avantages sociaux et d'un programme d'aide au financement des études. Il commence à 90 000 € par an. Un hoquet audible collectif traversa le restaurant. L'esprit d'Hélène se vida. Elle ne pouvait pas l'avoir bien entendu. 90 000 €. Aide au financement des études. La mâchoire de Jonas tomba. « Père, tu ne peux pas être sérieux. C'est une serveuse. Tu ne peux pas simplement. » Adrien Allard leva une main, le faisant taire instantanément. « Je suis le PDG de mon entreprise, Jonas. Je peux et je vais embaucher quiconque que je juge avoir le caractère et le potentiel pour défendre ses valeurs. » Au cours des 10 dernières minutes, Mademoiselle Martin a montré plus d'intégrité, de sang-froid et de résilience sous pression que je n'en ai vu de ta part en 10 ans. Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une carte de visite simple et élégante. Il la tendit à Hélène. « Mon assistante de direction s'appelle Chloé. Son numéro est sur cette carte. Appelez-la demain matin à 9 h. Votre entretien a eu lieu ce soir. Le poste est à vous si vous le voulez. » Hélène fixa la carte, le nom en relief Adrien Allard, son monde basculant sur son axe. D'une main qui tremblait de manière incontrôlable, elle la prit. « Quant à toi, Jonas, » dit Adrien en se retournant vers son fils avec un regard de profonde déception. « Tes cartes de crédit d'entreprise sont annulées. Les clés du Pantouse et de la Ferrari doivent être sur mon bureau demain matin. Tu es coupé des vivres. Tu veux le style de vie Allard ? Il est temps que tu apprennes ce que signifie le mériter. » Sans un autre mot, Adrien Allard paya son addition en espèces, fit un dernier signe de tête respectueux à Hélène et sortit du restaurant, laissant derrière lui un silence stupéfait, un héritier fumant et humilié, et une jeune serveuse serrant une carte de visite qui n'était pas seulement une offre d'emploi, mais une bouée de sauvetage dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Le lendemain matin, Hélène se réveilla avec l'impression que toute la soirée précédente n'avait été qu'un rêve élaboré, induit par le stress. La carte de visite, cependant, était bien réelle. Elle reposait sur sa petite table de chevet encombrée, le papier cartonné blanc et la police noire élégante contrastant vivement avec son modeste appartement du Queens. Elle la fixait, le nom Adrien Allard semblant pulser d'une énergie terrifiante et exaltante. Le doute la rongeait. Était-ce une offre réelle ? Ou était-ce un grand geste théâtral d'un milliardaire pour donner une leçon à son fils ? Une promesse qui s'évaporerait à la lumière du jour ? Sa mère, Maria, sentant son hésitation, la regarda depuis le fauteuil usé de leur salon. « Bella, » dit Maria, sa voix douce mais ferme, « les hommes comme ça, le plus âgé, ils ne disent pas des choses qu'ils ne pensent pas. Il t'a vu. Pas l'uniforme, mais toi. Tu dois appeler. » Encouragée par la foi de sa mère, Hélène composa le numéro à 9 h précises, son cœur martelant contre ses côtes. Une voix calme et professionnelle répondit à la deuxième sonnerie. Bureau de Monsieur Allard, Chloé Jensen à l'appareil. « Bonjour, » balbutia Hélène. « Je m'appelle Hélène Martin. Monsieur Allard m'a donné ce numéro hier soir. Il a mentionné un poste. » Il n'y eut aucune hésitation à l'autre bout du fil. « Ah, Mademoiselle Martin. Oui. Monsieur Allard a dit que vous appelleriez. Il a déjà demandé au RH de préparer votre contrat préliminaire. Pouvez-vous être à la Tour Allard sur l'avenue du Parc à 11 h pour votre intégration ?» Hélène faillit laisser tomber le téléphone. C'était réel. 2 heures plus tard, elle se tenait au pied de la Tour Allard, un gratte-ciel monolithique de verre noir et d'acier qui semblait percer les nuages. C'était un bâtiment qu'elle avait étudié, une merveille d'ingénierie et un symbole du pouvoir des entreprises. Franchir les portes tournantes, c'était comme entrer dans une autre dimension. Le hall était une caverne de marbre poli et de plafonds vertigineux, rempli de gens en costumes coûteux se déplaçant avec une détermination vive et silencieuse. C'était un monde à part du vacarme et du chaos contrôlé de l'Ambroisie. Elle se sentit complètement déplacée dans son meilleur et unique blazer, qui lui parut soudain bon marché et mal ajusté. Le gardien de sécurité la dévisagea avec méfiance jusqu'à ce qu'elle annonce son rendez-vous, après quoi son attitude changea instantanément. On lui donna un badge d'accès temporaire et on l'orienta vers le 75e étage, le niveau de la direction.
La montée en ascenseur fut une ascension silencieuse et angoissante. Quand les portes s'ouvrirent, elle fut accueillie par Chloé Jensen, une femme vive et impeccablement vêtue d'une trentaine d'années, qui lui offrit un sourire chaleureux et rassurant. « Hélène, bienvenue. Monsieur Allard est en réunion du conseil, mais il m'a demandé de vous installer. Nous sommes tous très heureux de vous avoir parmi nous. » Chloé la conduisit à travers un labyrinthe de bureaux aux murs de verre avec des vues panoramiques sur la ville. L'air vibrait d'une intensité tranquille. C'était le cœur de l'Empire. Chloé lui montra ce qui serait son nouveau bureau. Il se trouvait dans un espace ouvert avec 4 autres développeurs juniors. Il avait un ordinateur élégant, 2 moniteurs, et une vue qui s'étendait jusqu'à la Statue de la Liberté. Hélène n'avait vu des vues comme celle-ci que dans les films. Ses nouveaux collègues lui offrirent des bienvenues polies, voire froides. Elle pouvait sentir leurs yeux sur elle, pouvait entendre les questions tacites. Qui était-elle? D'où venait-elle? Le bouche à oreille de l'entreprise était d'une efficacité redoutable, et elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que l'histoire de la serveuse de l'Ambroisie ne commence à circuler. Le froid devint un gel palpable lorsqu'elle fut présentée à son supérieur direct, un chef de projet senior nommé Marc Fournier. Fournier était un homme d'une quarantaine d'années avec une coupe de cheveux sévère et un air d'impatience perpétuelle. Il avait gravi les échelons de l'entreprise à la force du poignet et nourrissait un ressentiment profond pour quiconque ne suivait pas le même chemin ardu. « Martin, » dit-il en levant à peine les yeux de son écran d'ordinateur. « J'ai lu votre dossier, ou plutôt l'absence de dossier. Pas de stage dans une entreprise concurrente, pas de MBA, juste un restaurant et un diplôme d'architecture inachevé. » Il la regarda enfin dans les yeux, son regard dépourvu de chaleur. « Soyons clairs, c'est Adrien Allard qui signe les chèques, donc ce qu'il dit est parole d'évangile. Mais dans mon équipe, vous gagnez votre place. Vous serez tenu aux mêmes normes que tout le monde. N'attendez aucun traitement de faveur. »« Je n'en attendrai pas, monsieur, » dit Hélène, le menton haut. « J'attends seulement une chance de faire mes preuves. » Marc grogna, peu convaincu. « Vous l'aurez. Nous vous envoyons aux archives pour les premières semaines. Vous devez vous familiariser avec chaque projet échoué, chaque refus de permis de construire, et chaque catastrophe budgétaire des 20 dernières années. C'est un travail ingrat, mais c'est nécessaire. » Hélène savait ce que c'était. C'était un test. Il l'envoyait au sous-sol de l'entreprise, l'ensevelissant sous la paperasse, espérant qu'elle démissionnerait. Alors qu'elle s'installait à son bureau, une agitation près des ascenseurs attira l'attention de tous. Jonas Allard fit irruption à l'étage. Il n'était pas en costume, mais en jean et en chemise froissée. Son visage était un masque de rage tonitruante. Il traversa le bureau d'un pas décidé, ignorant les salutations surprises des employés, et se dirigea droit vers le bureau d'Hélène. Il abattit ses mains sur la surface polie, la faisant sursauter. Son visage était à quelques centimètres du sien, sa voix un sifflement venimeux qu'une douzaine de personnes pouvaient entendre. « Toi, » siffla-t-il. « Tu crois que tu as gagné? Tu crois que tu peux débarquer ici et prendre ma place? Mon père est peut-être un vieil imbécile sentimental, mais c'est mon monde. Ce sont mes murs. » Il fit un geste vers le vaste bureau. « Tu es une nouveauté, un petit projet caritatif. Tu n'as rien à faire ici. Et je vais m'assurer que tout le monde dans ce bâtiment sache exactement ce que tu es. Une fille qui nettoie les dégâts sur le sol. Tu seras partie dans 1 mois. » Avant même qu'Hélène puisse formuler une réponse, Marc Fournier était à ses côtés. « Jonas, ce n'est pas l'endroit. » Jonas ricana, repoussant Marc. « Reste en dehors de ça, Fournier. » Il se retourna vers Hélène, ses yeux brûlants d'un feu haineux. « Profite de la vue tant que tu peux, la serveuse. » Sur ce, il partit en trombe vers le bureau de son père, laissant une traînée de silence stupéfait dans son sillage. Hélène s'assit à son bureau, l'étage entier faisant semblant de ne pas la regarder. Son nouveau départ ressemblait déjà à un champ de bataille. Elle ne se battait plus seulement pour un salaire. Elle se battait pour son droit d'être même dans la pièce. La tour de verre ressemblait moins à un rêve devenu réalité qu'à une prison où elle était exposée au jugement de tous. Les archives de l'entreprise étaient exactement ce que Marc Fournier avait prévu. Un purgatoire écrasant pour l'âme. Située dans le sous-sol de la tour Allard, c'était une caverne sans fenêtre, à température contrôlée, remplie de rangées interminables d'étagères métalliques roulantes. L'air était sec et sentait le vieux papier et la poussière. Pendant 2 semaines, le monde d'Hélène se réduisit à des chemises de classement beige, des plans délavés et le faible bourdonnement du système de ventilation. C'était une tentative délibérée de l'isoler et de la briser. Tandis que les autres développeurs juniors assistaient à des réunions stratégiques et suivaient des visites de chantier, Hélène était chargée de numériser 2 décennies d'échecs de projet.
Marc lui confia le travail avec un geste dédaigneux. Cataloguer tout. Les procès-verbaux des commissions d'urbanisme, les rapports d'impact environnemental, les dépassements de budget. Je veux une base de données consultable. C'était une tâche herculéenne conçue pour prendre des mois. Mais Marc Fournier, et par extension Jonas, avait fondamentalement mal compris Hélène Martin. Il voyait une serveuse, quelqu'un habitué à prendre des ordres. Il ne voyait pas l'architecte, la résolveuse de problèmes, qui s'épanouissait dans le détail et la structure. Pour eux, les archives étaient une punition. Pour Hélène, c'était une salle de classe. Elle ne se contentait pas de scanner les documents. Elle les lisait. Elle les dévorait. Elle apprit l'histoire secrète du groupe Allard, non pas la version polie des rapports annuels, mais l'histoire réelle écrite à l'encre des offres échouées et des propositions rejetées. Elle vit des schémas. Elle vit comment une petite erreur de calcul de zonage dans les années 90 avait conduit à l'abandon d'un projet d'1 milliard de dollars. Elle vit comment une manifestation de la communauté, initialement rejetée comme une nuisance, avait finalement fait dérailler le développement d'un complexe de condos de luxe dans le Bronx. Elle ne construisait pas seulement une base de données. Elle se construisait une éducation. Elle travaillait avec une intensité silencieuse et féroce, arrivant avant tout le monde et partant longtemps après que les étages de la direction se soient vidés. Elle organisa les données non seulement par date mais par type d'échec, politique, structurel, financier, environnemental. Elle créa des tableaux et des résumés avec des références croisées. Son esprit d'architecte voyait la structure de l'échec, les points de tension où les grandes visions s'étaient effondrées. Un projet en particulier attira son attention, le belvédère de la Seine. C'était une proposition datant d'une décennie pour réaménager une parcelle de terrain industriel abandonnée à l'extrême ouest de la ville, une zone notoirement difficile, en proie à des cauchemars de zonage et à un sol contaminé. Adrien Allard lui-même avait défendu le projet, envisageant un espace à usage mixte avec des logements abordables, des espaces verts publics et un centre d'art communautaire. C'était un projet avec une âme, mais il avait échoué, spectaculairement, vaincu par une coalition de militants locaux et des coûts de nettoyage insurmontables. Le dossier était épais de plusieurs centimètres, un témoignage d'un noble échec. C'était le genre de projet qu'elle rêvait de concevoir. Pendant qu'Hélène peinait au sous-sol, Jonas menait une campagne de guerre psychologique aux étages supérieurs. Son père lui avait donné un titre sans signification et non exécutif, consultant, et un petit bureau sans fenêtre. Il utilisait son temps pour semer les graines du doute sur Hélène. Il laissait, accidentellement, échapper dans la salle de pause qu'elle avait été embauchée comme un coup de pub. Il rappelait bruyamment l'histoire hilarante du vin renversé à l'ambroisie. Il s'assura que le surnom « la serveuse » reste, un murmure condescendant constant qui la suivait chaque fois qu'elle devait monter. Marc Fournier était son complice consentant, s'assurant qu'Hélène soit exclue des déjeuners d'équipe et des briefings de projet. Lors des rares occasions où elle était en réunion, il posait délibérément des questions bien au-delà de la portée de sa supposée expérience, essayant de la faire trébucher. Mais Hélène avait une arme secrète, les archives. Lors d'une réunion sur un nouveau développement, Marc présenta un rapport de faisabilité. Hélène, reconnaissant la parcelle de terrain d'un dossier de projet échoué de 2003, leva tranquillement la main. « Monsieur Fournier, dit-elle, sa voix stable. L'analyse de sol dans votre rapport ne tient pas compte du ruissellement industriel de l'usine chimique aujourd'hui désaffectée qui était adjacente à ce site. L'étude géotechnique de 2003 a montré des niveaux significatifs de contamination à l'arsenic à une profondeur de 5 mètres. Les coûts de nettoyage à eux seuls placeraient ce projet 10 millions d'euros au-dessus du budget avant même que nous ne commencions les travaux. » Le silence se fit dans la pièce. Le visage de Marc Fournier vira au cramoisi. Adrien lui donna une petite équipe dédiée, un jeune urbaniste ambitieux et un ingénieur chevronné qui en avait assez de construire des sièges sociaux d'entreprises stériles. Ils transformèrent une petite salle de conférence en salle de guerre, ses murs couverts de cartes, de graphiques de commentaires de la communauté et des propres croquis architecturaux d'Hélène. Son approche était révolutionnaire pour le groupe Allard. Au lieu d'envoyer des avocats et des géomètres, elle commença par organiser des réunions publiques dans le centre communautaire du quartier bordant le terrain abandonné. Elle ne vint pas avec des propositions. Elle vint avec un bloc-notes vierge et un esprit ouvert. Elle écouta. Elle écouta les histoires de dockers à la retraite, de jeunes mères qui devaient prendre 2 bus pour trouver une aire de jeu décente, d'artistes locaux qui avaient besoin d'ateliers. Pendant ce temps, Jonas et Marc observaient depuis les coulisses, leur ressentiment mijotant. Ils voyaient le projet non pas comme une opportunité pour l'entreprise, mais comme une insulte personnelle. La confiance d'Adrien en Hélène était un reproche direct à leur égard. Ils étaient déterminés à la voir échouer. Leur sabotage était subtil mais insidieux. Le département financier de Marc retournait constamment ses demandes de budget,
citant des erreurs de procédure mineures et exigeant des révisions sans fin, retardant sa progression de plusieurs semaines. Des résultats importants d'analyse de sol étaient mal classés. Des demandes de réunion avec des responsables municipaux clés étaient accidentellement perdues. Jonas travaillait sur les angles sociaux. Il utilisa ses relations pour planter des articles négatifs dans la presse, présentant le projet comme un gouffre financier naïf, un projet de vanité pour Adrien, dirigé par une serveuse incompétente. Il murmura aux oreilles des membres du conseil d'administration, remettant en question la sagesse de confier un développement de 100 millions de dollars à une parfaite inconnue. Hélène sentit la résistance à chaque tournant, mais elle refusa de se laisser décourager. Pour chaque obstacle, elle trouva une solution de contournement. Quand Marc retarda le financement, elle s'associa avec le département des sciences de l'environnement d'une université locale, leur offrant un site de recherche en conditions réelles en échange d'une analyse pro bono. Quand les fuites de Jonas dans la presse firent du bruit, elle invita ces mêmes journalistes à ses réunions publiques, leur laissant voir par eux-mêmes l'engagement communautaire sincère. Elle menait une guerre sur deux fronts, l'un pour l'âme d'un quartier et l'autre pour sa propre survie au sein de l'entreprise. Le point culminant était prévu pour la réunion trimestrielle du conseil d'administration. Hélène devait présenter sa proposition finalisée et demander une allocation budgétaire complète de 150 millions de dollars. C'était le test ultime. Le conseil était rempli de titans de l'immobilier de la vieille école, des hommes qui comprenaient les marges bénéficiaires, pas la phytormédiation. Jonas et Marc comptaient sur eux pour la chasser de la salle sous les rires. La nuit précédant la présentation, ils jouèrent leur dernière carte. Un analyste junior de l'équipe de Marc, fidèle à son patron, fut chargé d'aider Hélène à compiler les projections financières finales. Tard cette nuit-là, il échangea un seul fichier de données dans sa présentation. Le nouveau fichier contenait des chiffres subtilement mais catastrophiquement erronés. Il sous-estimait considérablement les coûts d'entretien à long terme du parc public et surestimait les revenus locatifs des espaces commerciaux. Les erreurs étaient assez petites pour passer inaperçues lors d'un examen rapide, mais seraient flagrantes pour les membres du conseil avisés en finance. Leur plan était simple. Laisser Hélène présenter son rêve, puis Marc se lèverait, avec regret, pour souligner les énormes lacunes financières dignes d'une amateur, et elle serait exposée comme incompétente, son projet et sa carrière mourant le même jour. Hélène travailla toute la nuit, répétant sa présentation, vérifiant chaque détail. À 3 heures du matin, alimentée par le café et l'adrénaline, elle décida de faire un dernier audit complet des finances. C'était son nom sur le projet. Elle ne laisserait pas un seul chiffre au hasard. C'est là qu'elle le trouva. Une divergence dans les projections des coûts d'entretien. Cela semblait petit, mais quand elle suivit le fil, cela démêla toute la tapisserie. Elle vit le nom du fichier intégré, un qui ne correspondait pas à sa propre convention de nommage. C'était un piège. Une peur froide l'envahit, suivie d'une vague de colère blanche. Ils avaient essayé de tricher. Ils avaient essayé de la faire échouer. Elle avait maintenant deux choix. Exposer le sabotage et créer un énorme scandale d'entreprise, ou trouver un autre moyen. Elle choisit une troisième option. Elle ne se contenterait pas de corriger les chiffres, elle tendrait son propre piège. Elle passa les 4 heures suivantes à créer 2 versions de son annexe financière. La correcte et la sabotée, avec les erreurs maintenant mises en évidence et retracées jusqu'à leur source. La salle du conseil d'administration au 75e étage était une arène intimidante. Acajou poli, fauteuil en cuir noir et une douzaine de membres du conseil au visage sévère. Jonas et Marc étaient assis ensemble, l'air suffisant et confiant. Adrien Allard était assis à la tête de la table, son expression indéchiffrable. Hélène commença sa présentation. Elle ne parla pas seulement de bâtiments, mais de communauté. Elle leur montra des photos des personnes qu'elle avait rencontrées, des citations des réunions publiques. Elle dévoila sa maquette architecturale. Pas un bloc de verre froid et stérile, mais un espace vibrant et intégré avec une bibliothèque, une ferme sur le toit, une crèche et des étals de marché, le tout tissé dans un parc verdoyant magnifique. Elle parla avec une passion et une autorité qui captivèrent la salle. Elle les tenait. Puis vinrent les finances. Et comme vous pouvez le voir sur les projections, dit-elle, ses yeux balayant calmement la pièce. Le projet n'est pas seulement socialement responsable, mais aussi financièrement viable, avec un retour sur investissement projeté de 12% sur 10 ans. En parlant, elle afficha la diapositive financière sabotée sur l'écran pendant un bref moment calculé. C'était le signal que Marc attendait. Il s'éclaircit la gorge et se leva, l'image même de la diligence préoccupée. « Si je peux me permettre, Monsieur le Président, dit-il en s'adressant à Adrien. Bien que la passion de Mademoiselle Martin soit louable, je dois, avec tout le respect que je vous dois, souligner quelques divergences alarmantes dans ces projections financières. Il semble que les coûts d'entretien aient été grossièrement sous-estimés. D'après l'analyse de mon équipe,
ce projet fonctionnerait en réalité à une perte significative. Jonas se pencha en arrière sur sa chaise, un sourire triomphant se dessinant sur son visage. Le piège était tendu. Hélène laissa l'accusation flotter dans l'air un instant. Puis elle regarda directement Marc, son expression calme, presque apitoyée. « Vous avez absolument raison de vous préoccuper des chiffres, monsieur Fournier, » dit-elle, sa voix claire et stable. « La précision est primordiale. » Elle cliqua sur la télécommande. Une nouvelle diapositive apparut à l'écran. Une comparaison côte à côte des chiffres sabotés et des chiffres corrects. Les différences étaient surlignées en rouge. La diapositive que j'ai montrée il y a un instant, continua-t-elle, contenait un fichier de données qui a été téléversé sur mon lecteur partagé à 23h47 hier soir depuis un terminal enregistré à votre département. Ces chiffres, comme vous le soulignez à juste titre, sont faux. Ceux-ci, elle cliqua de nouveau, montrant les finances corrigées en détail, sont les chiffres corrects basés sur mes données triplement vérifiées, et ils montrent un projet qui est non seulement rentable, mais qui sera un atout majeur pour cette entreprise pour les décennies à venir. La salle du conseil était absolument silencieuse. Elle afficha ensuite sa dernière diapositive. C'était une piste d'audit numérique montrant l'heure exacte à laquelle le fichier malveillant avait été téléversé, l'adresse IP d'où il provenait, et l'identifiant de l'utilisateur de l'analyste junior de l'équipe de Marc. Le sang quitta le visage de Marc Fournier. Jonas avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ils n'étaient pas seulement pris. Ils étaient chirurgicalement, publiquement démantelés avec leurs propres armes. Hélène n'avait pas seulement défendu son projet. Elle avait prouvé qu'elle était plus intelligente, plus diligente et plus stratégique que ses ennemis. Elle reporta son attention sur le conseil, ignorant les deux hommes dont les carrières venaient de s'évaporer. Le belvédère de la scène est plus qu'un développement. C'est une déclaration sur qui nous sommes en tant qu'entreprise. Construisons-nous pour nous-mêmes ou construisons-nous pour l'avenir? Je vous exhorte à approuver le budget et à nous laisser construire l'avenir. Adrien Allard baissa les yeux sur la longue table. Il vit les visages choqués et impressionnés des membres du conseil. Il vit l'affaissement pathétique et vaincu de son fils, et il vit Hélène Martin se tenant là, non pas comme une serveuse, non pas comme un cas de charité, mais comme une dirigeante. Il commença à applaudir, un applaudissement lent et délibéré qui fut bientôt rejoint par toutes les autres personnes dans la pièce. Le vote ne fut qu'une simple formalité. Les suites de la réunion du conseil d'administration furent rapides et décisives. Marc Fournier et l'analyste junior qui avait placé le fichier furent licenciés avant la fin de la journée. Leurs badges de sécurité désactivés, leurs bureaux vidés dans des boîtes en carton. Ils furent escortés hors du bâtiment, un témoignage brutal et public du fait qu'Adrien Allard ne tolérait pas la déloyauté. Le sort de Jonas fut plus profond. Il n'y eut pas de dispute à grands cris, pas de confrontation dramatique. Adrien le convoqua simplement dans son bureau ce soir-là. À travers les murs de verre, le personnel pouvait les voir tous les deux. Adrien fit la plupart de la conversation, son expression empreinte d'une profonde et lasse tristesse. Jonas, pour la première fois, ne discuta pas. Il se contenta d'écouter, la tête baissée. Le lendemain matin, Jonas était parti. Pas seulement de son bureau de consultant, mais de l'entreprise. Un mémo annonça qu'il prenait un congé sabbatique d'une durée indéterminée pour poursuivre des opportunités personnelles. Le moulin à rumeurs tourna, mais la réalité était simple. Adrien l'avait finalement, irrévocablement, coupé des vivres. On lui accorda un petit fonds en fiducie, assez pour vivre mais pas assez pour financer son style de vie extravagant, et on lui dit de trouver sa propre voie, de construire quelque chose par lui-même, aussi petit soit-il. Il était contraint d'apprendre la leçon qu'Hélène avait incarnée depuis le début. Vous n'êtes pas ce qu'on vous donne, vous êtes ce que vous gagnez. Pour Hélène, la vie se transforma. Les chuchotements dans le couloir s'éteignirent, remplacés par des murmures de respect. Le surnom de la serveuse fut oublié, remplacé par son nouveau titre officiel, directrice de projet, le belvédère de la scène. On lui donna un bureau d'angle près de celui d'Adrien, non pas comme un symbole de statut, mais parce qu'il appréciait ses conseils. Il la traitait non pas comme une protégée, mais comme une égale. Elle mit toute son énergie dans le projet, et il s'épanouit. Les partenariats communautaires qu'elle avait forgés devinrent l'épine dorsale du projet. Le nettoyage environnemental innovant fonctionna mieux que quiconque ne l'avait prévu. La construction commença non pas avec le rugissement des bulldozers détruisant un quartier, mais avec le travail silencieux de plantation d'arbres et de pose des fondations de la nouvelle bibliothèque. Avec son premier salaire substantiel, Hélène avait déménagé sa mère de leur appartement exigu du Queens pour une maison confortable et accessible avec un petit jardin. Elle engagea le meilleur kinésithérapeute et vit la lumière revenir dans les yeux de sa mère. Maria venait souvent sur le chantier, regardant sa fille, casque sur la tête, dirigée avec confiance ingénieur et architecte,
et elle pleurait de fierté. Un après-midi d'automne frais, environ 1 an après cette nuit fatidique à l'Ambroisie, Adrien Allard demanda à Hélène de le rejoindre sur le toit de la tour Allard. Le soleil se couchait, jetant une lueur dorée sur la ville qu'elle aidait maintenant à façonner. Loin à l'ouest, il pouvait voir les grues du projet du belvédère de la Seine, se balançant gracieusement contre le ciel crépusculaire. « Je ne vous ai jamais dit pourquoi j'étais à l'Ambroisie ce soir-là, dînant seul dans un coin, » dit Adrien, sa voix pensive. « Je devais dîner avec Jonas. Il allait encore une fois demander une promotion qu'il n'avait pas méritée. Mais il avait 2 heures de retard, occupé avec ses amis. Alors je me suis assis là et j'ai observé. J'ai observé le personnel. J'ai observé comment les gens les traitaient. Il se tourna vers elle, ses yeux pleins d'une chaleur paternelle. Je vous ai vu gérer une 12aine de tables exigeantes avec une grâce inébranlable. J'ai vu la façon dont vous avez traité le commis de débarrassage avec le même respect que vous avez accordé au client le plus riche. J'ai vu le caractère, Hélène. Le vin, l'humiliation, ce n'était que Jonas révélant son propre manque de caractère. Je ne vous ai pas donné un emploi pour donner une leçon à mon fils. Je vous ai donné un emploi parce que j'ai vu une maîtresse d'œuvre qui se trouvait simplement tenir un plateau. Hélène regarda la métropole tentaculaire, les millions de lumières qui s'allumaient à travers les 5 arrondissements. Elle pensa au voyage, au poids du plateau, à la piqûre de la tâche cramoisie, à l'isolement froid des archives, au triomphe de la salle du conseil. Elle n'était plus la fille qui nettoyait les dégâts sur le sol. Elle était la femme qui dessinait les plans, celle qui décidait où iraient les murs. Elle s'était construit une nouvelle vie, non pas sur les fondations d'une aumône, mais sur le socle de sa propre résilience, de son intégrité et de son esprit inflexible. La vue depuis le sommet était encore meilleure qu'elle ne l'avait jamais rêvé. L'histoire d'Hélène est un puissant rappel que la vraie valeur ne se mesure pas au prix du vin que vous pouvez vous offrir, mais à la force de votre caractère. Quand on vous traite comme si vous valiez moins qu'une tache sur un tapis, cela prouve que la dignité n'est pas quelque chose qui peut vous être enlevé. Elle ne peut être que cédée. Jonas Allard a essayé d'humilier une serveuse, mais il n'a réussi qu'à exposer sa propre faiblesse. Son père, Adrien, ne cherchait pas un autre béni-oui-oui en costume. Il cherchait un bâtisseur, quelqu'un avec des fondations d'intégrité. Et il l'a trouvé là où il s'y attendait le moins. Si cette histoire de résilience et de justice poétique a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que votre position actuelle ne définit pas votre potentiel futur. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour plus d'histoires réelles incroyables qui prouvent que le caractère est le seul atout qui ne peut jamais être acheté. Qu'avez-vous pensé de la décision d'Adrien? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.